Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être parmi nous pour ce 32e colloque de la piscine de demain. Donc, vous avez été à l'heure. C'est nous qui ne sommes pas à l'heure, du coup, puisqu'on démarre un peu plus tard. On devait démarrer à 9 h, mais on va se décaler un petit peu. Donc, merci d'être là. Vous êtes quelques collectivités à venir de loin. Donc, merci d'avoir fait le trajet de bon matin pour nous rejoindre si tôt. Nous espérons que vous allez passer une belle journée. Le concept des colloques de la piscine de demain, c'est avant tout des rencontres avec des partenaires privés qui travaillent au quotidien pour faire que les piscines publiques soient meilleures que celles que nous avons aujourd'hui entre les mains. Donc vous conseillez dans vos projets, vous inspirez, vous apportez des contradictions. Et donc la piscine de demain est là pour vous mettre en relation avec ces gens-là. Mais également entre vous, les collectivités, entre elles, peuvent échanger sur des bonnes pratiques. D'ailleurs, on a un trophée des bonnes pratiques dans lequel on stimule un petit peu les collectivités pour que vous puissiez déposer via la piscine de demain des bonnes pratiques qui pourront servir à vos collègues d'autres collectivités. Voilà, donc juste un petit point logistique et de déroulement. Donc là, nous avons un premier débat dans lequel on a des sujets très intéressants qui va durer quoi, 1 heure ? 1h30, voilà. Donc j'espère que vous êtes bien assis. On a la chance d'avoir un amphithéâtre qui est très confortable. Ensuite, on ira dans l'espace partenaire dans lequel vous avez pas mal de partenaires qui ont un petit stand. Et donc je vous propose de faire un petit tour et d'aller rencontrer les partenaires qui vous intéressent. Vous avez une application également. On vous a demandé de télécharger une application. Je ne sais pas si... tiens, bon, je vais le faire à main levée. Qui a téléchargé son application de la piscine de demain ? Pas mal, pas mal. Bon, voilà. Ben, merci de l'avoir fait. Donc, c'est un outil un peu moderne, un outil avec une ergonomie qui est encore perfectible, mais malgré tout, c'est un outil qui vous permet de pouvoir accepter ou refuser des rendez-vous avec certains partenaires qui vous ont demandé un petit temps en face à face. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à répondre oui ou non à la demande de rendez-vous. Voilà, si vous n'avez rien à faire d'autre, dites oui, c'est quand même sympa. Et puis, donc les rendez-vous se feront dans le couloir qui se trouve juste à la sortie de l'amphithéâtre, sur des tables, des manches debout avec des chaises. Et donc, c'est des rendez-vous de 10 minutes, histoire d'avoir un premier contact avec des sociétés qui seraient susceptibles de vous intéresser. Voilà, je vais laisser la parole à Anthony pour laisser la parole ensuite à Monsieur Plaz. Bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à ce 32e colloque de la piscine de demain. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans cette salle qui est sublime et qui sert à la prise de décision politique. Donc c'est un lieu public qui est très symbolique, qui est symbolique aussi pour nous, puisque modestement, la piscine de demain, on essaie d'influencer positivement le marché de la piscine publique. Et voilà, il y a une coutume au sein des colloques de la piscine de demain, c'est que les colloques sont ouverts par les élus qui nous accueillent. Donc on a la chance aujourd'hui d'être accompagné par M. Jean-François Plaz, qui est 4e adjoint en charge de l'opération Cœur de Ville, de la ville de Chartres. Monsieur Plaz, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots et ouvrir ce colloque de la piscine de demain, comme on a l'habitude de le faire un peu partout en France ? Merci. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et toutes. Évidemment, nous sommes très, très heureux et fiers, en quelque sorte, de vous recevoir à Chartres. Vous savez, à Chartres, il y a 2 ouvrages majeurs qui ne vous ont pas échappé, évidemment. C'est évidemment la cathédrale et ensuite c'est le centre aquatique, l'Odyssée. Ce sont les deux ouvrages majeurs incontournables à Chartres. Alors, il se trouve que, indépendamment du fait que je suis maire adjoint, je suis aussi architecte. Nul n'est parfait. Je suis notamment architecte associé, j'ai été architecte associé de l'Odyssée, avec notamment le cabinet Arcos. Alors, je ne sais pas si mon camarade Sébastien Foyer est là, dans la salle, je l'ai aperçu tout à l'heure. Donc moi, j'étais en quelque sorte le chef d'orchestre de ce projet et Sébastien était le premier violon. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite bien évidemment un très bon colloque et éventuellement, je vous retrouverai à l'Odyssée cet après-midi. Eh bien, bonne journée à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur Plaz.
Alors vous savez, je garde la parole 1 minute avant de la céder à Julien Goupil qui est à ma gauche. Et puis pour vous dire que ces événements n'existeraient pas sans les partenaires. Les partenaires sont les entreprises qui représentent, qui constituent le secteur de la piscine publique. Donc ce sont des entreprises qui sont très importantes pour nous, qui sont aussi très importantes pour vous, mesdames et messieurs les maîtres d'ouvrage, puisqu'elles vous permettent de pouvoir réaliser des opérations complexes, structurantes, qui structurent vos territoires et qui, in fine, deviennent des véritables pôles de vie. Donc ces partenaires, ils sont nombreux aujourd'hui, ils sont là pour vous. On en a 84 ou 85 aujourd'hui. Bon, c'est très important que vous alliez les voir, que vous discutiez avec eux, puisqu'ils ont beaucoup de choses à partager avec vous, qu'il s'agisse d'entreprises de construction, des entreprises qui réalisent plutôt des services, donc des architectes, des bureaux d'études. Je dirais que 80% du marché de la piscine publique est là aujourd'hui. Et donc voilà, ils sont à votre disposition pour échanger. Et à l'intérieur de ces partenaires, on a des partenaires qui décident d'investir un tout petit peu plus avec nous. La société AIDS, le groupe Caisse d'Épargne, Myrtapoul, Sésame Group, comme dans n'importe quel événement, du coup il y a des partenaires qui sont premium. Donc merci à tous les partenaires et merci à ceux qui ont décidé de faire un petit peu plus de travail avec nous. J'espère que vous continuerez à être longtemps à nos côtés et que les colloques de la piscine de demain pourront exister durablement dans le temps. Voilà pour le propos introductif. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet pour discuter tous ensemble de ce nouveau concept, baignade citoyenne, qui est issu d'une très belle histoire. Je vais m'arrêter là et passer la parole à Julien Goupil, qui est président d'Empreinte Citoyenne, qui sera responsable éclairé pour travailler et animer ce débat. Merci pour ta présence, Julien. Et puis bon, on y va alors. Hein. Eh ben, c'est parti. Bonjour à tous. Merci Anthony, merci la piscine de demain pour cette invitation, pour cette tribune. Je suis très heureux, en effet, impressionné aussi d'être face à vous pour commencer et introduire en effet cette démarche de baignade citoyenne. Commencer en vous racontant aussi une histoire de rencontre déjà, parce que je crois beaucoup à la notion de l'humain aussi, qui permet la réalisation des projets et des aventures. Et donc c'est une rencontre qui se fait à l'initiative d'un certain Eric, qui est dans la salle. Coucou Eric, et qui permet à moi-même, Julien Goupil, alors normalement on se présente en dernier, mais étant donné que c'est moi qui parle et que je ne me suis pas encore présenté, donc président de l'association Empreinte Citoyenne. Cette association, elle est dépositaire du label national Village et Ville Citoyenne, qui est placé sous le patronage de la présidence de la République. Donc nous, on travaille auprès des collectivités territoriales à organiser justement cette démarche et à développer cette culture citoyenne. Et je me retrouve comme ça aux côtés de l'ASREG. L'ASREG qui peut se présenter d'ailleurs en quelques mots. Bonjour, c'était pas prévu ça. Bonjour à tout le monde. L'ASREG Bellage, moi je suis le premier vice-président de la Fédération française de natation en charge des relations institutionnelles et effectivement, je te laisse continuer notre rencontre. Donc, Empreinte citoyenne rencontre une fédération et derrière tout ça, il y a aussi Anthony que l'on rencontre. Et ensemble, on se dit, mais il y a les élections municipales qui arrivent et il faut qu'on réfléchisse à pouvoir inspirer, à pouvoir nourrir en effet les candidats aux élections municipales sur la démarche de baignade. Parce qu'au début, on s'est dit, mais oui, mais empreinte citoyenne, la piscine citoyenne, en effet, la piscine comme un levier de lien social, comme un levier d'émancipation, pourquoi pas. Mais le savoir nager, c'est quand même au cœur des préoccupations de la Fédération française de natation. Et puis ensuite, mais il y a aussi la question d'aménagement du territoire, ça a été introduit par monsieur Plaz. Et donc tous ces éléments, et ensuite, dans tout ça, il y a également la notion de l'eau comme bien commun et comme ressource. Bref, en touchant du doigt une idée d'une piscine un peu plus citoyenne, on voit qu'on a une approche beaucoup plus large, beaucoup plus holistique, et c'est comme ça qu'est née la démarche baignade citoyenne. Et évidemment, je remercie également Alain Bernard qui est au le micro, figurez-vous, mais je ne me tairai pas pour autant, chers amis. Et donc Alain Bernard qui, je vous laisse vous présenter, mais je pense que vous n'avez pas besoin de le faire. Non, mais merci et ravi de participer à cette table ronde. Alors, comme vous vous en doutez, pour moi, la natation a changé ma vie à jamais. J'ai appris à nager dans une petite piscine à côté de chez moi, dans le sud de la France, à Aubagne. Et puis,
on va dire une trentaine d'années plus tard et 50 000 parcourus à la nage plus tard et quelques médailles olympiques et records du monde ont changé ma vie à jamais. Donc voilà, je suis très engagé dans cette démarche d'apprentissage de la natation. Je suis fier d'être membre du comité directeur de la Fédération française de natation. J'ai beaucoup de casquettes ou d'étiquettes finalement associatives ou caritatives et aussi entrepreneuriales. Donc merci encore à Anthony et ses équipes d'organiser ce type de rencontres. On parle aujourd'hui beaucoup d'IA, l'intelligence artificielle, mais si on a évolué depuis tant de millions d'années, c'est grâce à cette intelligence collective. Donc faisons un beau mélange de cette IA et de cette intelligence collective pour mettre en exergue justement nos compétences, nos questionnements, nos craintes, nos appréhensions, nos certitudes au service de la communauté, au service de cette cause de l'apprentissage de la natation. Donc merci Anthony en tout cas d'être l'un de ces chefs d'orchestre pour que j'espère que l'on voit plus d'équipements qui soient plus vertueux, qui soient plus économes. Et on sait que dans les temps que l'on traverse, s'engager sur un projet aquatique, c'est extrêmement conséquent pour les collectivités. Mais on est là pour vous rassurer, on est là pour vous dire que ça vaut le coup. Et pour nos futures générations, je pense que l'on doit vraiment se torturer les méninges pour trouver des solutions. Voilà, en tout cas, merci de me laisser ce temps de parole. Alors ce matin, pas de place à l'IA, mais à l'IH, l'intelligence humaine, parce qu'en effet, ce format de table ronde va se vouloir aussi interactif, en dialogue. C'est pour ça également que l'on a 4 grands témoins, et merci à chacun d'entre vous. Permettez-moi de commencer par Lise Tison, parce que il y a un déséquilibre, en effet, notons-le tout de même autour de cette table. Et heureusement que vous êtes là, Lise Tison, directrice des sports de la ville de Rennes. À ses côtés, Jean-Christophe Flogny, directeur éducation, sport et santé de la ville de Nogent-sur-Seine. Et à ma droite, n'y voyez aucune orientation, quelle qu'elle soit, bien entendu, Antoine Drotz, directeur des sports de Châteauroux Métropole, et Fabrice Trousselot, directeur des sports de la ville de Versailles. Vous l'aurez compris, l'idée c'est qu'on profite de cette heure et quart qui nous reste, heure 10 même, parce que j'ai un timing, pour balayer ensemble les 4 grands axes de cette réflexion de baignade citoyenne. Alors comment ça va se passer? On va échanger, on va dialoguer, évidemment. La Fédération française, qui est représentée par l'ASREG, ça a été évoqué, mais qui est également, parce que là on a la vice-présidence, la dimension plus politique de la fédération, mais vous l'avez compris, on a vocation d'avoir une table ronde qui est très pratique aujourd'hui, et j'ai le plaisir aussi d'avoir à mes côtés Vincent Hamelin, qui est ton statut exactement, Vincent? Bonjour à tous, donc Vincent Hamelin, directeur du développement des pratiques et de la santé à la Fédération française de natation, donc le périmètre notamment de l'apprentissage plus. Merci Vincent, et puis en plus je l'avais juste là sur mon bout de papier, mais c'est mieux quand c'est incarné. Ouais, merci beaucoup. Et également, on verra aussi on fera en fin de tour de table, je vous donnerai la parole. Jean-Christophe Robic du groupe BPCE, parce que l'enjeu, je l'ai dit, c'était d'avoir une table ronde pratico-pratique, qui a les pieds sur terre, un petit peu la tête dans les nuages, c'est vrai, mais les pieds sur terre. Et donc, c'est de montrer comment on peut réaliser aussi tout cela. Et c'est intéressant d'avoir le regard de la BPCE sur tout ça. Donc, merci de votre présence et merci aussi de votre soutien en faveur de la piscine de demain. Donc on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Les présentations sont à peu près faites. On aura l'occasion de le préciser si vous en avez besoin, puisque vous pourrez nous interpeller, interagir, nous questionner, mais surtout rebondir. Vous avez des micros en face de vous. Moi, j'ai un outil qui me permet vraisemblablement de vous les activer. J'essaierai de le faire, mais ça, c'est pas gagné. Alors, la baignade citoyenne, excusez-moi, la baignade citoyenne. Lorsqu'on a réfléchi à tout ça, je vous l'ai dit, c'est 4 grands axes. Premier axe, c'est garantir évidemment le savoir nager pour tous à chaque étape de la vie. C'est reconnaître, en deuxième axe, l'eau comme un bien commun et ressource à respecter. En troisième axe, c'est faire de la baignade un vecteur de lien social et de citoyenneté. Et en quatrième, intégrer la baignade au cœur de l'espace public et du territoire. Évidemment, je vous fais là une liste un peu à l'après-vert. On va avoir l'occasion de creuser un petit peu tout cela. Et d'ailleurs, pour introduire, je pense qu'il est important de donner la parole à la Fédération française de natation et notamment à l'ASREG pour expliquer cette séquence. Parce que là, nous sommes ici au colloque, nous lançons la baignade citoyenne, nous allons interagir ensemble et ensuite, il y a un rendez-vous au Salon des maires pour proposer en effet un manifeste de la baignade citoyenne. L'ASREG, on se tutoie, donc je vais me permettre de le faire face à vous. Vous ne
permettrait cette indélicatesse peut-être. Mais Lazreg, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le point de départ et pourquoi la fédération veut proposer à l'ensemble de ses candidats aux élections municipales, puis à terme à l'ensemble de ses élus, ce manifeste de la baignade citoyenne? Déjà, merci Julien pour cette présentation. Je continue aussi 2 secondes dans les remerciements et je tiens vraiment à honorer Anthony de tout le travail qui est fait pour permettre le développement de tous les sujets qui nous portent et qui nous animent et qui nous réunissent aujourd'hui. La présence d'Alain Bernard aussi qui est pas anecdotique, qui est toujours un peu compliqué dans son agenda, donc c'est une chance de l'avoir parmi nous. Tout est parti d'un sujet, tout est parti d'un constat, tout est parti de drame en fait, dont on entend parler tous les étés et d'un ras-le-bol. Parce qu'à la fédération, on en a ras-le-bol d'entendre des journalistes qui se réveillent tous les étés et qui commencent à compter les noyés. Ça devenait insupportable. Donc depuis quelques années, on s'intéresse au sujet, aux côtés de Vincent qui travaille énormément sur le sujet. C'est monsieur, j'apprends à nager à la fédération, j'ai envie de dire quasiment en France. Il fallait qu'on réfléchisse à quelque chose qui nous permette de cadrer tout ça. Pourquoi cadrer? Parce qu'en fait, il y a plein d'opérateurs, publics, privés, qui vont sur le terrain des apprentissages, mais qui font un peu ce qu'ils veulent. Alors, je ne les blâme pas, je ne dis pas qu'ils font du mauvais travail, mais on ne sait pas quel type de travail ils font. C'est ensuite lié aussi à beaucoup d'échanges avec le ministère des Sports, qui a conscience de cette problématique et qui, alors là c'était très étonnant, est incapable de cartographier les apprentissages en France. On ne sait pas aujourd'hui quel type de dispositifs sont déployés, comment ils sont déployés, et surtout, quels chiffres de réussite il en ressort. Donc, quand on s'est dit ça, on s'est dit là, c'est pas possible. En fait, il y a un problème. On est le plus grand pays côtier d'Europe, un des plus grands du monde. On a énormément de points d'eau. On a aujourd'hui une relation au climat qui est un peu compliquée, qui fait que tous les étés, il va faire de plus en plus chaud. Il va falloir trouver des points de fraîcheur. Les rares points de fraîcheur encore accessibles à tout le monde sont les points d'eau, et c'est plutôt une bonne chose. Donc il va falloir qu'on se bouge. Donc depuis déjà quelques années, on martèle, on le dit, et dans les médias et aux différentes institutions, que le nombre de noyés va augmenter. Et malheureusement, on avait raison. Il ne fallait pas être devin pour l'annoncer, mais ceci étant, il n'y en a pas beaucoup qui l'entendaient et qui l'écoutaient. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'y intéresse. Donc l'objectif était, comme je vous l'ai dit, de réfléchir, de trouver un dispositif qui permettait d'aller cadrer. Et pourquoi cadrer? Tout simplement pour s'assurer qu'à partir du moment où une personne ou un enfant met le pied dans un équipement, quand il ressort de cet équipement, on sait qu'il est en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on est incapable de l'assurer. Et c'est de là qu'est née l'idée de baignade citoyenne, en plus des échanges qui vous ont été évoqués tout à l'heure, parce qu'un projet, ça ne se crée jamais seul. Moi, je crois en la force du collectif et je crois que ce matin, c'est complètement et pleinement démontré. Donc, baignade citoyenne est née tout naturellement de ce constat. L'idée, c'était qu'il puisse y avoir quelque chose qui atteste dans tous les points baignables en France, d'une part de la sécurité de ce point de baignade et de ce qui est fait sur ce point de baignade pour emmener les gens vers les apprentissages, vers la sécurisation en milieu aquatique. C'est ça l'idée de baignade citoyenne. Baignade citoyenne, c'est un label. Et label, la Fédération française de natation ne sait pas porter un label. Donc ce rapprochement avec empreinte citoyenne et la piscine de demain qui est venue naturellement en entendant le projet et le dispositif était obligatoire. C'était le passage obligatoire. Donc nous, on va porter le label. On va inscrire dans le label le cahier des charges et tout ça sera porté, et je les en remercie sincèrement, par Julien et Anthony, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Et j'espère, en tout cas, l'objectif de tout ça est de pouvoir identifier toutes les mauvaises pratiques. Mais encore une fois, opérateur privé comme opérateur public. Alors la fédération, on ne dit pas qu'on fait tout mieux que tout le monde. On dit par contre qu'on a une démarche relativement désintéressée et que quand on dit que quelque chose est mal fait, ce n'est pas dans notre intérêt personnel. C'est ça l'objectif de baignade citoyenne. Donc voilà un petit, la genèse du projet qu'on a pu mettre ensemble. Eh bien, merci Lazreg pour cette mise en bouche. Évidemment, je vais être amené. Et je pense que l'ensemble des micros qui sont face à vous aussi fonctionnent et vous permettront à chacun, évidemment, d'agir. Rassurez-vous, on ne va pas se passer un seul micro pour tous. Évidemment, on l'a dit, l'objectif, c'est que les champs soient interactifs. À chaque séquence, il y aura les 4 séquences d'interaction. Chacune seront introduites par Vincent et Lazreg. Enfin, moi, je me présenterai un petit peu les enjeux. Et ensuite, je donnerai la parole aux collectivités pour
obtenir aussi peut-être leur réalité, mais aussi leur projection par rapport à cela. L'ASREG a dit, en effet, l'idée c'est d'identifier les mauvaises pratiques pour ne pas les reproduire, mais aussi ça va être d'identifier les bonnes pour pouvoir les reproduire. C'est également l'enjeu de cette notion. Je reviens aussi sur cette notion de label. Tu l'as dit, en effet, ce sera un label, mais un label après les élections municipales. Avant les élections, il s'agit de dire à chacun des candidats, messieurs les candidats, la baignade, il faut vous en saisir, parce que le problème, c'est qu'on ne construit pas une piscine par réaction, parce que justement, l'équipement est désuet et qu'on n'a pas pu anticiper. L'idée, c'est d'avoir une vraie réflexion globale autour de la baignade et un portage politique autour de ce concept-là. Donc voilà, quel est notre enjeu. Et le rendez-vous est pris déjà pour, le Salon des maires qui sera le 18, 19 et 20 novembre, je crois, et 2, le prochain colloque aussi à Mérignac, c'est 19, 20, 21, merci. Alors, j'ai un collaborateur extraordinaire, merci beaucoup. Et donc le colloque de Mérignac qui sera le 4 décembre. Avant qu'on aborde ces 4 axes, cette démarche globale de baignade citoyenne, Alain, tu l'observes aussi un petit peu avec ton recul, toi qui vas de territoire en territoire, qui est un ambassadeur justement de la natation et plus largement de la baignade. Comment tu perçois cette initiative de la fédération ? Je l'aperçois bien évidemment d'un super bon œil et je pense que les résultats, comme je l'ai dit par ailleurs récemment dans une interview, les résultats de Léon Marchand au jeu et puis du reste de l'équipe de France, parce qu'on a tendance à occulter certaines performances de nos athlètes tricolores, n'ont pas porté réellement leurs fruits au sein du nombre d'adhérents de la Fédération française de natation. Pourquoi ? Parce que les piscines sont saturées. Les piscines sont déjà saturées par les scolaires, le public, les associations qui occupent déjà ces espaces. Donc il y a vraiment un enjeu, je pense, de créer du mètre carré d'eau par habitant pour apprendre à nager à tout à chacun. Il y a soit construire des équipements, soit les rénover, soit accompagner des actions concrètes sur le territoire. Et je sais que c'est très important, cette collaboration entre le privé et le public qui aide aussi à mettre en œuvre des sessions d'apprentissage de la natation, notamment un partenaire institutionnel avec la fédération, l'ASREG aussi, qui a permis dans les 4 à 5 dernières années d'apprendre à 100 000 enfants d'apprendre à nager. Donc sans cet engagement, je pense, des financeurs privés, ce serait extrêmement compliqué à faire. Donc d'où l'intérêt justement de mettre en exergue nos différentes compétences, mais il est encore ici et là des territoires qui sont vraiment carencés. J'ai eu la chance d'être invité, comme tu t'en doutes, à certains événements, des anniversaires d'équipements nautiques ou des inaugurations. Et ici et là sur le territoire, je me suis surpris à constater que des fois des territoires de 6 000, 8 000, 9 000 habitants étaient capables de créer un équipement à 15 millions d'euros. Et parfois des plus grandes collectivités ont du mal à créer un équipement à moins de 10 millions d'euros. Donc ça interpelle. Bien sûr, il y a encore l'enjeu de l'argent, de l'investissement, du coût associé, le coût énergétique qui est finalement quelque chose d'assez inconnu. Mais voilà combien coûte une vie aujourd'hui, combien de drames sont constatés chaque été. Et c'est là-dessus qu'on a voulu alerter les pouvoirs publics avec une tribune commune cet été avec Florent Manodou. On se dit c'est bien de prendre notre bâton de pèlerin, d'aller voir dans les collectivités ici et là quels sont les besoins, mais on a envie aussi, grâce à la fédération, eh bien, de provoquer un genre peut-être pas d'un électrochoc, mais il y en a certains qui parlent d'un plan Marshall piscine à faire en France, comme on l'a connu il y a certaines années. C'était une autre époque, c'était un autre temps, je vous le concède, mais qui a réellement porté ses fruits. Donc voilà, ici, en fait, c'est vraiment une question, encore une fois, de décision, d'engagement, de croyance sur un territoire donné. Et c'est pas gravé dans le marbre. Il y a aussi des élus qui n'ont pas forcément cette appétence sport et qui sont plus branchés culture ou événements ou aménagement du territoire. Les aménageurs ont aussi un rôle important à jouer dans ces aménagements de territoire, notamment sur l'enjeu énergétique. Je reste convaincu qu'un meilleur partage de l'énergie, une meilleure optimisation de l'énergie sur un territoire donné peut aider à réduire les coûts énergétiques d'une piscine qui est, comme on le sait, très énergivore. Je retiens souvent la phrase d'Anthony, c'est lui qui m'a aussi initié un petit peu à ce monde de la piscine publique. Il y a quelques années, tu avais totalement raison, Anthony. Il y a juste les prix qui ont évolué.
qui ont évolué, c'est que le coût d'entrée d'une piscine était entre 3 et 5 euros, et avant il était entre 12 et 15. Maintenant, il est plus entre 15 et 18 euros. Donc c'est le deuxième bâtiment public le plus énergivore derrière un hôpital. Voilà, je t'ai volé cette maxime que je me fais plaisir à partager pour sensibiliser un maximum d'élus, de partenaires privés ou institutionnels là-dessus. Et que, encore une fois, ça coûte cher. Bien sûr, c'est engageant, mais combien coûte une vie? Voilà, combien coûte une vie d'un enfant, d'un ado, d'un adulte, d'un senior dont une noyade aurait pu être évitée? Alors, le plan Marshall va faire place au plan Bernard. Alors, je ne sais pas si Laisse-moi nous... tranquille. Je connais les dates du Salon des Maires. Ouais, c'est déjà pas mal. Bon, je ne sais pas, on va lancer justement les débats autour de ces axes et on va rentrer justement dans le concret parce qu'on est plutôt bien entouré. Alors, on n'a peut-être pas de médaille en or, mais je crois qu'on a une petite équipe de France de la baignade ici quand même et on va essayer de se débrouiller, mais je ne suis pas du tout inquiet et merci à chacun pour la préparation justement de cette table ronde. On rentre sur du coup le premier axe, tu l'as très bien introduit Alain, qui est évidemment la préoccupation première, qui est garantir le savoir nager pour tous à chaque étape de la vie. Et là, je voudrais qu'on ait tout un temps d'échange et de dialogue pour qu'on puisse couvrir un peu ces inspirations et placer aussi un petit peu l'enjeu. L'idée, c'est qu'autour de ce premier axe de baignade citoyenne, c'est tout simplement de considérer que le savoir nager, c'est une compétence vitale, à la fois un enjeu de sécurité, de santé publique, mais aussi d'égalité. Tu l'as dit Alain, trop d'enfants, mais aussi d'adultes, évidemment, restent encore éloignés de cet apprentissage fondamental. On n'a d'ailleurs pas de chiffre exact. Souvent, moi j'entends qu'un enfant sur deux rentre au collège sans savoir nager. Bref, il est important de porter une intention commune, collective, nationale, de faire du savoir nager un droit universel, acquis dès l'enfance, évidemment, et garanti tout au long de la vie, afin de prévenir toutes ces noyades et d'assurer une réelle égalité d'accès à ce savoir nager. Alors évidemment, dans les priorités qui sont proposées comme ça, c'est l'apprentissage dès le plus jeune âge, avec le suivi à chaque étape de la vie, l'intégration de la prévention des noyades dans les politiques publiques, dans les politiques locales de santé publique, et la reconnaissance du savoir nager comme un droit effectif universel. Alors avant de donner la parole aux collectivités qui vont témoigner de leurs actions, de leurs projets sur ces sujets-là, j'ai une question à la ZREG, à toi aussi Vincent. Vous avez donc une vision nationale des inégalités d'accès au savoir nager. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, selon vous, fait obstacle au fait que chacun puisse acquérir et maintenir cette compétence, du coup? Quels sont les obstacles, messieurs? Bon, déjà, merci pour la question. Une chose primordiale en fait fait obstacle, et je vais aller dans la continuité de tout ce qu'a dit Alain tout à l'heure. C'est tout simplement parce qu'apprendre à nager, c'est pas une activité, c'est pas un loisir. Je crois qu'il faut bien en avoir conscience en réalité. Tout le monde a intégré ça comme une activité, un loisir. Donc c'est un droit ou pas d'y aller. C'est une possibilité ou pas d'y aller. Non, en fait, c'est ni une activité ni un loisir. C'est de la santé publique. Et très clairement, quand les opérateurs, qu'ils soient privés ou publics, se mettent sur le sujet, ils remplissent une mission de service public à laquelle, malheureusement, les collectivités font souvent des défaillances. Ça a été dit tout à l'heure. On a certains élus qui ont plus d'appétence pour d'autres sujets que ceux du sport. Mais oui, mais en fait, apprendre à nager, ce n'est pas du sport. C'est ça qu'il faut intégrer. Et à partir de là, une fois qu'on a intégré ça, je pense qu'on ne se posera plus la question. Parce que ce sera ancré dans les esprits. Voilà, Vincent, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses. Peut-être en effet, je ne sais pas si c'est bon, le micro marche, peut-être en effet, Vincent, rappeler aussi des initiatives qui sont déjà portées pour soutenir ce savoir nager. Ah oui, effectivement, si on veut aussi améliorer l'enseignement de la natation, il faut renforcer la formation des encadrants. Donc la fédération est pleinement investie sur deux compétences qu'on lui reconnaît, c'est la formation des éducateurs et l'enseignement de la natation. Donc tout d'abord, renforcer la formation des encadrants pour servir les dispositifs d'apprentissage. Et en termes de dispositifs d'apprentissage, la fédération déploie deux dispositifs ministériels que vous connaissez très bien. Donc les plans J'apprends à nager et Aisance aquatique. Donc Aisance aquatique pour les 4-6 ans et J'apprends à nager pour les 6-12 ans. Et puis elle déploie également naturellement son école de natation française au sein de l'ensemble de ces structures, et bientôt aussi cette école de natation française qui sera accessible bien au-delà des clubs, donc accessible par les collectivités, voire éventuellement d'autres structures qui souhaiteraient partager cette aventure avec nous.
Voilà pour l'essentiel, peut-être en attendant d'éventuelles questions. Très bien, et donc on va illustrer ce savoir nager. On va faire circuler la parole un petit peu justement auprès des collectivités pour obtenir des témoignages du côté de l'Istison, du côté de Jean-Christophe Legny, donc ville de Rennes et ville de Nogent-sur-Seine. Est-ce que vous pouvez illustrer votre démarche du savoir nager? Comment vous l'encouragez? Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Désolé. Alors déjà, je suis très content d'apprendre que je suis Nogent-sur-Seine, du coup. C'est Châteauroux ici. Oui, pardon, Pardon. Excusez-moi Antoine. Antoine Drotz, pardon, excusez-moi. Directeur des sports à la ville et à l'agglo de Châteauroux, donc dans la région centre-Val-de-Loire. On est aussi déjà, on va faire le lien avec le local, fier de se dire qu'on est le deuxième centre aquatique de la région centre, en fait, après Chartres, ici. En termes de taille, on a 6 bassins, on a plus de 2000 m² de plan d'eau. Et donc, ça a été déjà une réelle volonté politique. Je pense qu'on l'a suffisamment dit, mais on va le redire un petit peu. Sur un projet à 30 millions d'euros, vous vous rendez compte que pour une agglomération de 70 000 habitants environ, c'est quand même un projet porteur pour le territoire. Et pour le territoire, on fait aussi le parallèle. On a plus de 220 000 entrées à l'année. C'est un peu comme si toutes les personnes du département de l'Indre venaient au moins une fois par an à la piscine. Alors ça, c'est un chiffre un petit peu anecdotique, mais on aime bien faire ce parallèle-là. Ça montre aussi l'intérêt et toute la fréquentation qu'on peut avoir sur un territoire rural. Après, sur la partie de l'apprentissage de la natation, je pense qu'ici, ça fait 20 minutes qu'on en parle et on a oublié un acteur prépondérant, c'est l'éducation nationale. Il ne faut pas se le cacher, clairement. Si on n'implique pas l'éducation nationale, tous les enseignants, quel que soit le niveau, vous n'aurez pas de savoir nager. Parce qu'aujourd'hui, qui c'est qui vient apprendre à nager? En tout cas, c'est le public de l'éducation nationale, quand même. Enfin, c'est les scolaires. Nous, sans les scolaires, on a des cours d'apprentissage, mais il faut débourser de l'argent pour les parents qui veulent faire apprendre à nager à leurs enfants, bien sûr. Mais la quasi-totalité de nos enfants qui viennent et de nos adolescents, ils viennent avec l'éducation nationale. Donc je pense que c'est clairement un acteur à mettre autour de la table sur ce sujet-là, et obligatoirement, parce que si on n'arrive pas à les impliquer, si on n'arrive pas aussi à les rassurer, il faut aussi ouvrir les yeux. Aujourd'hui, on a pas mal d'enseignants, ils ont peur de venir à la piscine, parce qu'ils n'ont eu aucune formation sur ces savoirs-là, parce que la piscine, il y a un vrai risque de noyade, parce que apprendre à nager, c'est pas le savoir rouler à vélo où on est dans sa cour d'école et on a un éducateur sportif qui vient avec son matériel. Là, il faut se déplacer avec des coûts aussi pour les écoles, pour les collèges, pour les lycées. Et donc, c'est un vrai acteur aujourd'hui qu'on doit mettre dans la boucle obligatoirement si on veut que ça fonctionne. À Châteauroux, on a des exemples. Donc, sur un centre aquatique de cette taille-là, effectivement, la volonté, c'était d'aller chercher la quasi-totalité des publics et donc d'ouvrir le centre aquatique du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. On est fermé que 3 jours à l'année, de mémoire, et une amplitude horaire de 9h à 19h ou de 9h à 20h. C'est-à-dire, si vous arrivez à Châteauroux et que vous êtes un public lambda, vous avez des lignes d'eau. Mais derrière aussi, c'est quelles places sont laissées aux scolaires. Donc on a différents bassins. On a un bassin sportif où personne n'a pied, vu qu'il fait, hormis Alain Bernard peut-être, vu qu'il fait 2 mètres de profondeur. Et sur ça, il y a aussi les contraintes sur ce bassin-là qu'il faut aussi avoir en tête, c'est le fait que les publics qui sont dans l'apprentissage n'ont pas pied. Donc avoir des lignes d'eau au bord, c'est pour certains publics, tandis que sur les lignes d'eau centrales, ça va plutôt être les publics qui ont déjà cet apprentissage-là. Et on a un bassin d'apprentissage d'ailleurs, d'où son nom, où vous avez 1,20 m de fond et où là, on se retrouve avec des publics qui sont moins dans l'appréhension, aussi des enseignants qui le préfèrent, mais qui ne possèdent que 4 lignes d'eau, contrairement au bassin sportif qui en possède 10. Et on se rend compte aujourd'hui que si on pouvait le faire un peu plus grand, ce serait encore intéressant. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte peut-être dans vos projets, c'est que l'apprentissage de la natation, s'il y a une volonté politique, s'il est porté, il faut y penser et il faut que l'infrastructure soit dimensionnée pour. Après, on a parlé des scolaires. Nous aussi, on a monté des projets avec les maisons de quartier, par exemple, sur des publics qui, par exemple, en temps scolaire, ne vont peut-être même pas y aller et préfèrent y aller entre amis, entre copains. Et donc, on a monté ces projets-là. Donc, on a des maisons de quartier. On a 4 quartiers, 4 QPV sur le département. Et ils sont tous à Châteauroux. Et ces quartiers prioritaires de la ville, on a monté ce projet-là avec les maisons de quartier et des médiateurs. Et du coup, on a des petits groupes. Alors, certes, effectivement, c'est pas très très large,
mais on a entre 10 et 12 enfants qui viennent une semaine pendant l'été, sur des dispositifs de la Fédé d'ailleurs, sur le savoir nager ou les anses aquatiques, et qui sont encadrés spécifiquement par quelqu'un. Alors bien sûr, on ne va pas chercher la masse, ce n'est pas une classe de 25 ou 30 enfants, même s'il ne faut pas se le cacher, sur les 25 ou 30 dans la classe, vous en avez 10 déjà, les parents ils disent qu'ils sont allergiques au chlore, que le gamin il ne veut pas se mettre en maillot, et que ça ne va pas fonctionner. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut essayer de trouver d'autres acteurs et d'autres publics. Et ça, on a parlé des jeunes, ce qui est important, mais comme vous l'avez dit, le savoir nager, l'apprentissage, c'est aussi tout au long de la vie, entre guillemets, parce que c'est bien d'apprendre à nager et de pouvoir sortir de l'eau quand on est enfant, mais il faut essayer de le faire un peu perdurer. Et donc la volonté politique, ça a été de dire, on a ces fameux créneaux publics, donc quand vous arrivez, vous pouvez toujours nager, mais aussi la partie sport senior, où là, on est plus sur retirer la possible appréhension de l'eau après 30, 40 ou 50 ans sans avoir réellement réappris à nager ou simplement être arrivé dans l'eau. Et donc sur ça, on a monté des projets avec, et ça fonctionne encore aujourd'hui bien sûr, hein, avec certains EHPAD et aussi des associations de seniors, comme une association à Châteauroux qui s'appelle 55 et plus. Et donc on fait 2 créneaux à la semaine spécifiques pour ces publics-là, avec la volonté politique, une gratuité, bien sûr, parce qu'il y a un coût, on a parlé des coûts, mais de faire amener ces publics-là dans la piscine, autrement que par l'aquagym ou l'aquabike, sur lesquels nous, voilà, on va se dire les choses. Moi, les cours d'aquagym, sur les 70, il y en a 60, c'est des seniors. Donc aujourd'hui, ils vont dans l'eau sur ça. Mais ils sont encadrés. Après, l'idée, c'est de les faire venir un petit peu de manière autonome. Et donc, ça a plutôt bien fonctionné. On a été reconnus d'ailleurs avec ça. On a eu un label sur ce sujet-là. Et c'est un petit peu l'idée de développer sur toutes les pyramides d'âge. Sachant qu'en plus, on est sur une pyramide d'âge aujourd'hui sur le territoire local qui s'est densifié sur les seniors. Merci Antoine Drotz, ville de Châteauroux. Une réaction, je crois, dans la Bernard. Une simple réaction par rapport à votre témoignage, en effet, pour peut-être déconstruire, et là je voudrais avoir la caution de Vincent de la Fédération, sur déconstruire peut-être un mythe sur l'apprentissage de la natation en grande profondeur. Il y a quand même un enjeu sur peut-être la création d'espace ou l'exploitation d'espace en se disant si les enfants non papiers ne peuvent pas apprendre à nager. Vincent, est-ce que tu arrives à affirmer ou infirmer cela, le fait que l'on puisse apprendre à nager à des enfants qui ne savent pas nager dans un bassin de grande profondeur, et quelles sont les conséquences finalement? C'est tout l'enjeu, Alain, effectivement, d'apprendre à nager tout de suite en grande profondeur, ce qui va permettre à l'enfant de s'approprier réellement le milieu. Ça ne se fait pas n'importe comment, naturellement. Il y a une approche pédagogique qui est proposée, et justement d'aborder tout de suite. Je vais prendre un parallèle un peu hasardeux, mais apprendre à nager avec du matériel, par exemple, donc à des artifices. Mais à le moment où on enlève ces artifices, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut réapprendre à nager. Et bien dans ce parallèle-là, effectivement, on va davantage apprendre à nager aux enfants donc en grande profondeur. On définit la grande profondeur par la taille de l'enfant plus son bras levé, c'est-à-dire à peu près 1m20, 1m30. Merci, merci messieurs. Et je sais que là, je ne vais pas me tromper, c'est bien Listizon de la ville de Rennes. Peut-être nous présenter en effet les démarches que vous pouvez mener sur le territoire. J'aime bien cette notion de territoire parce qu'il y a peut-être une réflexion élargie à la commune sur ce savoir nager. Oui, on m'entend, merci. Bonjour, excusez-moi, je voulais juste m'excuser de me présenter devant vous avec des lunettes, non pas par snobisme ou esthétique, mais j'ai un petit souci au niveau des yeux. Je ressemble plus à Mike Tyson au niveau des yeux qu'à Lise Tison, donc désolée de... Ça s'écrit pas pareil, Tison et Tyson? Non, j'ai pas le même poids non plus. Pour la ville de Rennes, d'ailleurs, merci de nous accueillir d'une délégation rennaise assez étoffée à la piscine de demain, puisque nous, M. Bernard parlait justement de l'intérêt et de l'engagement politique. Donc j'ai la chance d'avoir, et nous avons la chance d'avoir avec nous M. Boursier, qui est le conseiller municipal délégué au sport, qui est passionné de sport. Excuse-moi Frédéric, mais en tout cas qui s'engage et s'investit beaucoup. Et la ville de Rennes a toujours été porteuse en fait en matière de sport, mais aussi au niveau de la natation et du savoir nager. En fait, c'est un petit peu historique. La ville de Rennes a un patrimoine remarquable, notamment avec la piscine Saint-Georges,
qui a été construite au niveau du courant hygiéniste en 1926. Et dès cette date-là, en fait, des apprentissages sur le savoir nager ont été engagés, qui ont été confortés au fur et à mesure des décennies. Et la ville de Rennes compte aujourd'hui quatre grandes structures aquatiques qui permettent notamment la tenue des séances de l'école municipale de natation, qui permet d'accueillir approximativement 3000 enfants, 2000, je surévalue, pardon, 2000 enfants chaque année pour apprendre à nager. Je rejoins mon collègue à côté. Effectivement, le partenaire essentiel, c'est aussi l'éducation nationale. Pour le savoir nager, on ne peut pas faire l'impasse sur ces temps-là qui sont dédiés à l'éducation nationale. Donc en fait, la priorité au niveau de la ville de Rennes, elle est bien sur le savoir nager, apprendre à nager. Il y a un axe très fort qui est développé par la municipalité pour justement répondre à un besoin de sécurité, mais aussi un besoin de loisirs, notamment pour les publics qui ne peuvent pas forcément partir en vacances l'été, et donc avoir au moins un lieu de réfraîchissement, mais aussi de ludique, et par des animations aussi qui sont conduites par nos éducateurs au niveau de la ville, même l'été, d'avoir aussi une aide sur savoir nager, appréhender le milieu aquatique en tout cas. Donc nos installations permettent effectivement de prendre en charge cet apprentissage-là avec un axe fort, notamment au niveau social, un dispositif qui s'appelle la carte sortir, qui a été mis en place au niveau de la Rennes Métropole pour permettre à toutes et à tous de pouvoir bénéficier d'apprentissage, de cours de natation tout au long de l'année. Je donne juste un exemple, pour les moins de 18 ans, je parle sous le contrôle de ma collègue qui est plus sur l'exploitation, moi étant davantage sur la partie technique. Pour les moins de 18 ans, dans le cadre de l'école municipale de natation, on a à peu près 30 cours par an. Ça représente pour un jeune Rennais de moins de 18 ans, 169 €. À peu près, c'est ça. Avec le dispositif de la carte sortir, qui est donc un dispositif qui est un dispositif social qui permet cette intégration-là des publics qui n'ont pas forcément les ressources, ça lui revient à 66 €. Donc il y a un effort considérable. Ce financement-là de carte sortir, elle est faite au niveau de Rennes Métropole à hauteur de 20%, et puis ensuite à 80% par les communes qui participent à l'effort financier. Donc ça, c'est un axe qui a été voulu. Alors la carte sortir, elle n'est pas que pour les piscines, mais elle est sur les activités de loisirs et culturelles, mais elle est très très fortement utilisée pour justement l'accès à la piscine, pour apprendre à nager, mais aussi des accès grand public pour tous les publics au niveau de l'ensemble de nos piscines. Il n'y a pas de tarifs différenciés dans nos installations, bien qu'elles soient différentes de par leur nature. Vous connaissez peut-être plus la piscine de Bréquigny, qui est une piscine olympique qui accueille aussi l'ensemble des installations. C'est l'une des rares en France à avoir l'ensemble des installations, notamment au niveau du plongeon. Donc là, c'est, je dirais, un petit peu notre phare. On parlait de grande profondeur. Alors effectivement, il y a ces apprentissages-là qui se font en grande profondeur. Et avec une formation, à des aménagements adaptés, ça nous permet effectivement de répondre à avoir un accueil conséquent des plus jeunes, et notamment au bénéfice de ceux qui sont plus en difficulté. Lisison, merci. Là, je vais faire circuler la parole en effet aux 4 collectivités. Pour les autres axes, je donnerai la parole à 2 collectivités à chaque fois pour qu'on respecte à peu près le timing. Avant que je donne la parole aux prochains intervenants, c'est-à-dire Fabrice Trousselot et Jean-Christophe Flogny, le vrai, peut-être une réaction justement sur cette question de la coopération et de la collaboration avec l'éducation nationale. Quelle est la position de la fédération ? Oui, exactement, Julien. Je crois que par rapport aux interventions qui ont été faites, il faut bien avoir à l'esprit qu'on est 3 opérateurs, donc l'éducation nationale, les collectivités et la Fédération française de natation. Et ce serait une erreur, semble-t-il, de s'opposer. Et justement, la fédération a vocation à s'associer, à tendre la main, à s'ouvrir vers ces 2 autres opérateurs, non pas, simplement pour additionner nos forces et nos moyens. Donc vraiment mutualiser aussi les moyens. Et dans cet esprit-là, on l'a vu aussi, on a fait un peu le tour de France, on a fait un certain nombre de tables rondes. L'idée aussi, c'est de décloisonner. Aujourd'hui, on raisonne par silos.
On est à l'éducation nationale, donc il n'y a plus de créneaux. On est à la fédération, il n'y a plus de créneaux. On est dans les collectivités, en école municipale. Mais si on décloisonne tout ça et qu'on prend vraiment le temps, le parcours de l'enfant dans sa globalité, aussi bien en temps scolaire et hors temps scolaire, on va s'apercevoir qu'il y a des créneaux qu'on va pouvoir optimiser. Parce qu'à défaut de pouvoir construire de nouvelles piscines, à minima, optimisons l'utilisation des piscines qui sont déjà existantes. Donc il y avait vraiment cette volonté-là. Et puis, un vœu pieux, c'est d'avoir effectivement donc un parcours complet, lisible pour l'ensemble de l'enfant, quel que soit le temps dans lequel il soit, et donc aussi proposer quelque part au travers d'un suivi, un continuum didactique tout au long de sa pratique, tout au long de sa vie. Donc il y a vraiment cette volonté de décloisonner les institutions, les opérateurs, et d'optimiser les moyens qui sont à disposition. Le décloisonnement, du coup, sujet aussi qui occupe nos chaînes télé ces derniers jours. Alors, on va un petit peu du côté de Versailles et puis également de Nogent-sur-Seine. Messieurs, votre témoignage, je pense que vous pouvez allumer le micro, on va essayer l'aventure. J'appuie ici et normalement ça marche. Parfait, merci Julien. Donc Fabrice Rousselot, directeur des sports de la ville de Versailles. Merci pour l'invitation. Et pour rebondir sur le sujet du savoir nager, à Versailles, au niveau des politiques, nous avons intégré l'autonomie dans le milieu aquatique, dans le circuit initiatique du jeune Versaillais. Il y a tout un parcours avec différentes disciplines et donc le savoir nager, l'apprentissage fait partie des objectifs premiers quand on s'adresse à notre jeunesse sur le territoire. Nous sommes bien sûr sur un sujet d'intérêt général, je pense que personne ne le remet en question. Quand on parle de vie humaine, il n'y a pas de coût, en tout cas il n'y a pas de valeur associée économique par rapport à cette valeur qui, une fois partie, ne peut plus revenir. Moi, je voudrais accentuer le sujet sur, on parle beaucoup d'accessibilité, certes, c'est un sujet, s'il n'y a pas d'accès, on ne peut pas pratiquer, mais le simple accès ne suffit pas. Et aujourd'hui, on a souvent à dire dans nos projets d'études qu'on doit atteindre l'objectif. Et pour atteindre l'objectif, il faut avoir accès, mais il faut surtout s'assurer de la capacité d'acquisition des compétences. Donc vient la quantité de pratique, la répétition. Et aujourd'hui, c'est bien de donner accès à une population, mais si cette dernière ne peut pas ancrer ses compétences, finalement, on s'est donné bonne conscience en disant qu'on touche X milliers de personnes, mais dans les faits, on parle beaucoup d'éducation nationale, d'enseignement, d'encadrement, sauf que ce qui compte, et soyons ambitieux dans nos propos, sortons d'obligations de moyens et essayons de transférer sur des obligations de résultats. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, on a une réflexion sur le territoire à se dire, on a un territoire assez atypique, on a une piscine, un complexe qui vit bien, qui est en délégation, qui accueille jusqu'à 400 000 entrées par an. On a été chercher une piscine qui ne nous appartenait pas, avec une double délégation, militaire, ville, puis associatif, une association qui représente aujourd'hui un peu plus de 2200 nageurs. Donc c'est une association qui s'apparente quand même à un fonctionnement assez professionnel. Et dans les faits, on s'aperçoit qu'on a une capacité d'accueil qui est saturée. Pourtant, on touche un pourcentage qui, à nos yeux, reste faible par rapport à cette capacité d'attractivité du territoire et cette fameuse zone de chalandise. À partir de là, on se dit comment maintenir nos équipements en état pour aller chercher le savoir nager et surtout comment on peut améliorer notre capacité d'accueil. Et à ce moment-là, on se retrouve sur le fait de ne pas se retrouver au milieu du gué. Donc on revient sur ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire si on fait bien, et on fait avec, en toute humilité, l'objectif en tout cas, d'aller chercher une capacité à permettre à une part de la population de pouvoir être en autonomie dans le milieu aquatique. L'autre sujet qui importe, c'est cette logique où on se doit de pouvoir donner accès et à la répétition, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Alors je le dis, oui, je représente la ville de Versailles, dans l'imaginaire commun, Versailles c'est le château et Versailles brille, c'est vrai, mais il y a aussi des quartiers, il y a aussi des gens qui sont en fragilité sociale, et ces gens-là aujourd'hui, en dehors des cycles d'apprentissage de la natation au milieu scolaire,
en fait, ils ne remettent pas un pied dans les bassins, voire même dans les milieux naturels, hein, rivières, mers, océans. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet global qu'il faut intégrer, pas simplement à se dire je vais faire une belle piscine avec un niveau d'accès, d'entrée payant. C'est surtout de comprendre comment, si on va aller au bout de la démarche, comment on rend accessible pour tous et dans une capacité de répétition, je répète, pour pouvoir fixer ses compétences et s'assurer que le discours que l'on tient dans la lutte contre les noyades soit vraiment un objectif auquel on croit et auquel on se donne les moyens d'atteindre. Merci. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage. Et du coup, la parole à Jean-Christophe Flogny pour le dernier témoignage sur ce savoir nager. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi, je vais rentrer dans des exemples concrets, puisqu'on est une petite commune, 6 000 habitants, et tout le réseau, on l'a. On travaille énormément avec l'éducation nationale, et on a eu une réflexion, puisque moi, ça fait 30 ans que je suis sur la commune, sur le non tarifé. Et quand j'entends je dis pas gratuité, je dis non tarifé, parce que ça a toujours un coût pour le contribuable. On a des passes loisirs, on a des passes écoliers, on a de la mise à disposition de maîtres nageurs. Alors quand je dis passe loisirs, passe écolier, chaque jeune pour un coût de 4 € et une valeur de 150 €, ce qui est un chéquier, il a des entrées gratuites à la piscine. Aussi bien sur la communauté de communes que sur la commune. On a la mise à disposition d'un maître nageur à raison de 100 heures par an pour le collège. C'est-à-dire qu'on a une convention avec le collège. Et quand vous avez des enfants qui viennent des alentours et qui n'ont pas encore l'acquisition de l'aisance aquatique, et nous, on met à disposition un maître nageur qui accompagne l'enseignant d'éducation physique. Et le maître nageur a pour mission de prendre ceux qui n'ont pas encore acquis l'aisance aquatique. Ça, c'est un des axes prioritaires. J'ai oublié de vous dire que dans le pass écolier et dans le pass loisir, on avait aussi un pass apprentissage où chaque enfant qui fréquente l'école nogentaise, des écoles nogentaises, a 5 leçons d'apprentissage gratuites mises à dispo. Il suffit de venir à la piscine, s'inscrire, et il y a 5 séances piscine qui sont prises en charge gratuitement par la commune pour les maîtres nageurs. On travaille aussi sur le sauvetage pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire que tous les enfants, quel qu'il soit leur niveau, aisance aquatique niveau 1, niveau 2, niveau 3, s'ils n'ont pas acquis ce niveau à la sortie de la CM2, nous, obligatoirement, on offre des stages gratuits de la Toussaint, février, Pâques, été, où on met à disposition des maîtres nageurs, et on travaille en collaboration avec les enseignants et les familles qui nous envoient les jeunes. Ils ont des stages massés. On travaille aussi donc sur les stages massés avec l'éducation nationale. Et puis, chose que l'on a fait aussi dès le départ, c'est qu'avant de penser au système du sauvetage, nous, on a pensé à la formation. Donc, on a un système de prise en charge, de formation BNSSA et BPGEPS au sein de notre commune. On a un pass dispositif qui fait qu'on met 10 000 € par an pour former un maître nageur, et on met 5 000 € pour former des BNSSA au cours de l'année. Autre élément qu'on fait, qui est aussi caractéristique d'eux, les accueils de loisirs ont gratuité pour venir sur les bassins pendant les vacances scolaires, et au lieu de mettre un maître nageur uniquement en surveillance, on met un deuxième maître nageur qui met des ateliers d'apprentissage pour les jeunes qui sont là au niveau des accueils de loisirs. Donc tout ça, ce sont des activités qui sont non tarifées, mais qui ont un coût pour le contribuable, mais qui valorisent le fait que le sauvetage doit être acquis pour tous. On a la chance aussi, quand je suis en surveillance bassin, que la Seine soit d'ici là. On est sur la Seine et on essaie d'étendre des actions, des animations sur la Seine. Alors on fait des classes paddle, parce qu'on a un club d'aviron qui est très dynamique, on fait des classes kayak et on emmène les enfants sur la Seine. Ce qui est vraiment très important, c'est de leur faire découvrir l'élément extérieur, plutôt que de les retrouver en haut des ponts et sauter dans des milieux qui sont non sécurisés, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans avec les différents arbres et ce qui a été jeté dedans, ce qui est très important aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Jean-Christophe. Peut-être pour conclure justement ce premier axe et ce tour d'horizon qui n'est pas exhaustif bien entendu, et vous aurez l'occasion de le compléter si vous le souhaitez.
petite réaction de la fédération à l'écoute de ces témoignages de 4 collectivités territoriales qui représentent bien le territoire et aussi un petit peu les différentes tailles de collectivités. Je pense qu'on a entendu plein de choses intéressantes en fait, hein, beaucoup de vérités, beaucoup de questionnements en fait aussi qui sont liés à ces vérités. Moi j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est que quand on parle de zones blanches, de zones sans piscine, c'est pas une excuse parce qu'en réalité il existe des solutions. Je vais vous prendre un exemple très concret. Hein. Je vais vous prendre la ville de Duny qui n'a pas de piscine et qui n'a pas les moyens d'en avoir. Qu'est-ce qu'elle fait? Tous les étés, elle met en place les bassins mobiles qui sont portés par un de nos partenaires et qui est présent, je crois, ici d'ailleurs. Et pendant 3-4 mois, ils font passer des enfants aux apprentissages. Et Duny, en 3 ans, c'est 3000 enfants, je crois, qui sont passés. Enfin, c'est absolument énorme, 3000 enfants. On peut parler de 3000 vies sauvées dans le milieu aquatique. Oui, effectivement, ce qui est vrai aussi, c'est que tout ça, il faut le consolider. Mais après, ça rentre dans des démarches qu'on peut compléter. Et ça, c'est relativement intéressant. Mais c'était très vrai ce qui a été dit sur le fait que on ne peut pas considérer les apprentissages comme un one-shot. Ça ne peut pas être quelque chose de court dans le temps. On parle de sécurisation dans le milieu aquatique parce qu'en réalité, quand l'enfant tombe dans l'eau, ce qu'on attend, c'est qu'il revienne sur le bord. On s'en fout qu'il fasse 25 mètres papillon, 25 mètres d'eau. Pour l'instant, on a Léon, donc tant qu'il est là, on n'a pas besoin de le remplacer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment des sujets de sécurisation dans le milieu aquatique dont on parle. Ensuite, il y a autre chose, c'est on peut attendre que ce soit la politique publique, que ce soit étatique, que ça redescende, qu'on nous dise quoi faire. Je pense que là, vu comme c'est parti, on va attendre longtemps. Hein, donc c'est soit on se prend par la main et on y va, et on sait qu'il y a des solutions, mais comme l'a très bien dit Vincent, on s'ouvre à tous les systèmes, on travaille ensemble, on collabore. Je leur dis, la fédération, elle est désintéressée. On n'est pas là pour prendre la place de qui que ce soit, on est là pour travailler avec nous. Avec vous. Donc l'idée, c'est d'arriver à mettre un système en place qui fasse qu'on ait des données. Une performance, pour être améliorée, elle doit être quantifiée, elle doit être chiffrée. Si elle ne l'est pas, on ne peut pas progresser. C'est compliqué. On y va au doigt mouillé, ça donne des approximations. Et aujourd'hui, on parle d'un enfant sur 2 qui ne sait pas nager à l'entrée en 6e. Moi, je mets au défi quiconque de démontrer ce chiffre. On le prend parce que c'est un chiffre qu'il faut avoir et on pense qu'on en est à peu près là. Mais il nous manque tellement de données aujourd'hui qu'on est incapable de dire réellement combien d'enfants ne savent pas nager en France. Donc c'est tout ça que je tenais à dire. Déjà remercier tous les intervenants parce que ça a vraiment enrichi tous les échanges et je pense que de voir toutes les perspectives, toutes les bonnes pratiques aussi qui sont faites à droite et à gauche, et je vais parler du centre, comme ça on est à tous les niveaux, sont bonnes à prendre. Mais il faut qu'on continue, on est loin du compte. On peut pas s'asseoir et regarder le match se dérouler sans rien faire parce qu'il y va, comme l'a dit très justement Alain, on parle de vie humaine. Merci Lazreg pour ce premier axe. Je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà des interventions. Monsieur, allez-y, avec grand plaisir. Donc vous appuyez sur le bouton et logiquement je vais pouvoir vous donner. C'est vert, c'est bon, et j'appuie, ça va devenir rouge. Donc, Nicolas Foll, directeur des sports Fougères Agglomération, aussi un petit peu impliqué dans la Ligue et dans la Fédération française de natation. Les collectivités investissent énormément. Je compte tout le temps mes chiffres, mes fréquentations. J'ai demandé d'avoir des retours sur les quantifications, sur les évaluations nationales, éducation nationale, sur le savoir nager. Nous, on investit énormément. J'ai fait 4 établissements, 3 départements. On n'a jamais le retour sur l'efficacité et la quantification. Même au niveau des CPC, au niveau du département et infradépartemental, c'est inadmissible. Moi, les élus, ils investissent énormément d'argent. On fait 6 cycles de natation. Je n'ai jamais aucun retour. Je suis incapable de donner sur mon territoire le nombre d'élèves qui savent nager ou pas. Voilà. Et merci de cette interpellation, en tout cas de ce témoignage, parce que je pense que c'est aussi tout ça l'enjeu de baignade citoyenne. C'est d'inspirer les politiques publiques, d'apporter un référentiel qui permet de mieux les obliger, de mieux évaluer, de mieux mesurer. Et c'est tout l'élan aussi que sera le nôtre dans les semaines et les mois à venir. Je ne sais pas s'il y a deux autres questions, c'est parfait. Madame. Joëlle Pulinx, donc je suis ancienne déléguée générale de la Fédération des professionnels de la piscine et je m'occupe maintenant justement particulièrement du côté piscine publique. Jusqu'à présent, on a développé les normes sur les piscines publiques, on a regardé la réglementation, on forme nos adhérents pour l'application de ces normes et de ces réglementations.
J'ai travaillé longtemps à la commission de la sécurité des consommateurs, justement, sur la question des noyades, et on est beaucoup intervenu sur la loi sécurité sur les piscines familiales. Aujourd'hui, on a développé aussi un fonds de dotation piscine, éducation et santé, parce qu'on a eu un partenariat qu'on a signé avec Roxana Maraciné à nous, justement, pour développer l'aisance aquatique, quel que soit le type de piscine. Et aujourd'hui, justement, notre savoir-faire sur la piscine familiale, tout ce qu'on a pu mettre en place en matière de stratégie, de développement, pour aider justement à ce que le nombre de noyades diminue, on souhaite le mettre à disposition de l'ensemble des types de piscines. Et pour nous, demain, c'est effectivement, je trouve que votre initiative est excellente. Baignade citoyenne, nous on appelle ça piscine du partage, mais c'est un peu le même objectif. Donc nous, on serait à votre disposition au sein de notre commission piscine publique pour réfléchir avec vous comment est-ce qu'on va faire le futur des piscines, quel que soit le type de piscine demain. On a travaillé avec le sociologue Jean Viard, justement, pour la place de la piscine dans la société française. Et j'ai eu récemment, justement, un échange avec quelqu'un au sein de la Fédération française de natation, parce que le ministère des Sports nous avait rapprochés récemment. Je suis allée voir le cabinet du ministre au mois d'avril l'année dernière. Et récemment, c'est avec monsieur Basile Gazot, on a échangé récemment et on doit se revoir normalement sur le Salon des maires, justement, pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Nous aussi, on n'a rien à vendre au sein de la Fédération des professionnels de la piscine. On a 1600 entreprises adhérentes qui ne travaillent pas du tout le monde dans la piscine publique. Mais en tout cas, ce projet global nous intéresse énormément et on est prêt, évidemment, à travailler avec vous et avec tous les acteurs qui souhaiteront travailler avec nous. On se fera un séminaire stratégique de réflexion au début de l'année prochaine pour pouvoir enclencher ensuite les plans d'action, etc. Donc, vraiment à votre disposition avec grand plaisir. Merci pour cela, et je crois que dans Baignade citoyenne, la coopération elle est au cœur en effet du sujet pour passer d'une piscine et d'une nage de loisirs ou de compétition à un vrai sujet de société, une approche sociétale et politique. J'avais une autre demande de prise de parole et ensuite on passera au prochain axe. Non, ouais. Arnaud Bouette, BV Architecture, et aussi élu à la Fédération française de natation. J'ai été un peu surpris dans toutes les interventions, donc je compte sur Lazreg et Alain pour abonder. À aucun moment j'ai entendu parler le mot club. Or, je pense que le club est une véritable cheville ouvrière avec une dimension sociale qui ne doit pas être oubliée et qui doit être au cœur de l'animation des équipements aquatiques. Voilà. Je me prends la parole. Autoprise de parole d'Alain Bernard. C'est tout le privilège des centres olympiques que vous dites. Je suis à droite du chef, mais je prends la parole. Oui, en effet, tu as carrément raison, le mot club. Mais moi, j'entends club. À chaque fois que j'entends association, j'ai tendance à l'associer à club. Mais tu connais mon avis sur la question et ce fameux développement du tissu associatif qui permet aussi à un territoire, et on en discutait tout à l'heure avec la ville de Versailles, quand je dis qu'ils ont peut-être deux petits équipements, et c'est pas péjoratif, mais qui sont capables d'avoir beaucoup plus d'adhérents que nous, par exemple à Antibes, où on a un superbe équipement, on a moins en nombre d'adhérents. Pour moi, les clubs sont vraiment ce qui va animer un territoire, et je pense qu'il faut s'appuyer sur eux. On l'a vu sur la mise en place dans les sessions d'aisance aquatique. Les clubs ont été beaucoup associés, les CREPS, les organismes de formation. L'aisance aquatique, Vincent, c'est quelque chose sur laquelle on a travaillé ensemble il y a un petit peu plus de 5 ans maintenant. Et aujourd'hui, ça prend forme dans les territoires. Je me permets juste cet aparté sur l'aisance aquatique. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou non, mais ça consiste à des enfants de 4 à 6 ans d'apprendre à nager dans un temps très court par de la répétition. Apprendre à nager, c'est un gros mot. C'est pas vraiment. Je sais que Vincent me regarde bizarrement. C'est pour se sortir d'une situation difficile. Et je prends souvent la comparaison entre l'apprentissage du ski et de la natation. Voilà. Pourquoi est-ce que pour être un nageur de haut niveau, il faut nager 2 fois par jour pendant 10 ans à raison de 20 heures par semaine? Eh bien, c'est pour ancrer des automatismes. Quand on apprend à nager à l'âge d'1 an, en fait, cet automatisme, on le répète jour après jour pour aller d'un point A à un point B. On ne réfléchit pas comment trouver notre équilibre et pas tomber par terre à plat ou dans des escaliers ou dans des escalators. Eh bien, nager, ça nécessite aussi cette répétition. Et c'est là-dessus que l'aisance aquatique a mis l'accent en mettant les enfants dans l'eau 2 fois dans la même journée
dans la même semaine, ils sortent bien évidemment, vous imaginez bien, avec des aptitudes au bout d'une semaine beaucoup plus conséquentes que des sessions, on va dire, de 17 à 20 minutes espacées d'une semaine. Donc en effet, les clubs, et je reprends ta question Arnaud, c'est un enjeu fondamental sur lesquels les collectivités doivent s'appuyer pour développer les pratiques. Évidemment, parole à la fédération sur le sujet, Lazreg. Oui, même si Alain a dit beaucoup de choses, je veux juste compléter, effectivement, tu as tout à fait raison Arnaud. Pourquoi on n'a pas parlé pour l'instant, mais qu'on l'a juste évoqué à demi-mot, c'est parce qu'il fallait avant tout, je pense, synthétiser, réussir à faire prendre conscience de l'importance du label baignade citoyenne qui vient en complément de ce que proposent les clubs, mais pas forcément uniquement les clubs. Déjà, ça, c'est le premier point. Mais ensuite, puisque la question est posée, moi, je tiens à revenir sur une chose, c'est que, et là, je m'adresse à tout le monde, et notamment aux collectivités qui sont là, on entend souvent, on l'entend, certainement, peut-être certains diront non, on ne l'a jamais dit, mais je ne parle pas des gens présents, je dis en généralité, on entend que, ouais, mais les clubs, ils prennent des lits d'eau, ouais, mais les clubs, ils coûtent de l'argent, oui, mais pourquoi ? Simplement parce que les collectivités ont l'habitude de voir des clubs comme des producteurs de compétiteurs. C'est 10% de l'activité, en fait, la compétition. Là, je m'adresse aussi à tout le monde en disant que vous oubliez une chose, c'est que les clubs, ils ont une mission, encore une fois, de service public. Ils viennent en complément, et parfois, c'est même les seuls sur le territoire à être capables de dispenser cette compétence. Je crois qu'on doit vraiment sortir de ce paradigme. Il faut réellement qu'on accepte de se dire qu'on ne parle ni d'une activité, ni d'un loisir. C'est ça la réalité. Et les clubs, ils doivent avoir effectivement toute leur place dans le paysage. C'est aujourd'hui le seul organisme qui est capable de répondre à cette demande à des coûts aussi réduits. Pourquoi ? Grâce à un truc formidable qu'on a en France qui s'appelle le bénévolat. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Merci Lazreg, et on rappelle aussi que baignade citoyenne, c'est évidemment cette baignade qui fait cité, qui fait territoire et qui invite justement à cette coopération et à permettre à tout à chacun de trouver sa place et son rôle à jouer avec une collectivité qui sera toujours un petit peu la locomotive. Et quand je parle de la collectivité, ça peut être évidemment la commune ou ça peut être l'intercommunalité. Je crois que c'est un vrai sujet aussi, baignade citoyenne, c'est reconsidérer aussi le pouvoir du local. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les artisans de ce savoir nager, c'est collectivité par collectivité. Et au niveau national, parfois, on a du mal aussi à avoir un suivi. Donc la responsabilité, elle est bien dans les territoires, ou en tout cas l'action, elle se mène bien dans les territoires. Alors comme je vous l'avais dit en introduction, quand on a commencé sur le sujet de la baignade citoyenne, on avait commencé sur la notion évidemment du savoir nager. Et élaborer un manifeste pour les politiques publiques, est-ce que c'est se limiter à se dire, bah oui, tiens, je vais vous donner un kit de méthodes et d'outils pour favoriser ce savoir nager. Et très rapidement, on s'est rendu compte que, évidemment, s'il s'agit d'installer une politique publique de la baignade, eh bien, il faut élargir le thème. Et c'est comme ça que s'est invité ce deuxième axe de reconnaître l'eau comme un bien commun et comme une ressource à respecter. Alors, lorsqu'on a travaillé ensemble autour de ça, on est arrivé à cette notion-là, considérer l'eau en effet comme une ressource rare et vitale, qui est en plus menacée avec le changement climatique et les inégalités d'accès. Et cette notion aussi de protection et de la partager comme une notion de bien commun. C'est-à-dire que l'eau et le rapport à la baignade devient un levier pédagogique. Donc l'idée, c'est certes, autour de ce deuxième axe, de garantir un accès équitable et durable à l'eau, en développant cette culture et de la sobriété et de la préservation pour les générations futures. C'est-à-dire aller dans la baignade, c'est pas juste se dire oui, on sait tous nager, mais du coup, on a cette relation à l'eau qui est différenciée. Avec des propositions, enfin des priorités qui sont pour l'instant identifiées, qui sauront évoluer au fur et à mesure de nos échanges, telles que considérer l'eau comme une ressource vitale, je l'ai évoqué, et un bien commun à préserver, garantir un accès universel et de proximité. J'ai eu le plaisir de visiter lors de la Seine, enfin lorsqu'il y a eu les espaces de nage sur la Slène. Et là, on a un accès universel qui est apporté parce qu'on parle beaucoup d'équipements et de piscines, mais je découvre aussi au travers de nos échanges la baignade en milieu naturel et ça me paraît extrêmement opportun. Et bref, développer aussi autour de ce thème de l'eau et de ce rapport à l'eau une culture collective de sobriété et de transmission. Alors, petite question à la fédération. Vous, en qualité de fédération, c'est quoi votre rapport justement à cet élément qu'est l'eau et comment
vous favorisez ou participez à cet accès équitable à l'eau et à sa préservation? Sujet très vaste. Alors, c'est un sujet qui me concerne d'autant plus que j'ai l'immense privilège d'être aussi l'ambassadeur d'une ONG qui défend le sujet de l'eau à travers le monde et qui s'appelle No Water No Us, que je vous invite à aller visiter d'ailleurs pour voir toutes les actions qui sont menées, à quel point le sujet de l'eau est essentiel. J'ai envie de commencer par une phrase toute bête. Si on est tous là aujourd'hui, à la base, c'est qu'il y a de l'eau, sinon on ne serait pas là, tout simplement. Et qu'on a tendance un petit peu à mépriser cet élément qui est réellement vital. Pour nous, il est d'autant plus que c'est notre milieu de pratique. Alors moi, je nous considère aussi comme des pollueurs. Donc, étant des pollueurs, puisque on va injecter du chlore dans l'eau et ça pose aussi un problème derrière. Il faut qu'on apprenne aussi à le préserver et à faire en sorte que tous les milieux qui existent avec de l'eau soient accessibles et soient sains. Donc, j'ai envie de revenir sur un sujet dont tu as parlé, par exemple les baignades en Seine. On va peut-être dire, comme ça a été le cas pour Versailles, oui mais c'est Paris, c'est plus facile. Non, c'est pareil, c'est pas plus facile puisque c'est la fédération elle-même qui a été à l'initiative de ce projet avec la ville de Paris et c'est la fédération qui a géré ces points de baignade. Donc on a été capable en moins de 3 mois entre la réponse du marché et le début de l'activité de déployer 40 mètres nageurs et de mettre en place toute l'activité, le règlement intérieur qui venait se coller à cette baignade. Mais surtout, il y avait tous les sujets de sensibilisation aussi à l'eau, puisque le but du jeu, c'était que les Parisiennes et les Parisiens se réapproprient ce milieu. Et je crois que c'est un très très bel exemple d'une démarche éco-responsable et sur du long terme qui peut être mise en place pour que les gens aussi reprennent considération avec leur approche et leur accès à l'eau et qu'on arrive derrière à réussir, grâce en tout cas à ces baignades aussi, à mettre des actions en place autour de ces sujets qui vont permettre à tout un chacun de se réapproprier ces sujets. Merci Lazreg. Petit témoignage, peut-être Fabrice Rousselot, sur ce rapport à l'eau. Rousselot, ça s'écrit L-O-T à la fin, je crois, c'est pas pareil. Mais... Il paraît qu'on ne fait pas de faute d'orthographe sur les noms propres. Non, ma réaction sur l'eau et plus globalement sur la nature, le retour du territoire versaillais, Versailles est présenté comme une ville nature. Pour faire court, il y a un tiers de château, un tiers de ville, un tiers de forêt. Donc l'eau est essentielle sur le territoire. Ça fait 40 ans que la ville est engagée plus de 40 ans que la ville est engagée sur des règles et des actions strictes sur la protection de l'environnement. Et la ville, nous étions à l'origine de la promulgation de la loi Labbé en 2017 et de son extension en 2022, donc le rapport aux produits pharmaceutiques chimiques. Et par rapport à ça, on se rend compte que tout milieu naturel a ses bénéfices et a ses richesses. Pour rebondir sur la capacité à pouvoir utiliser tous les espaces, si je vous parle de la pièce d'eau des Suisses ou le grand canal du château, est-ce que vous imaginez que des pratiques aquatiques s'y passent? La réponse est par le positif, étant donné qu'on arrive à y amener en fait des pratiques de triathlon, des pratiques d'aviron sur des espaces qui, vous pouvez l'imaginer, au-delà des problématiques de ressources naturelles. Il y a quelques sujets de réglementation et d'autorisation dont il faut réussir à faire face. Mais tout cela pour expliquer que, par exemple, le club d'aviron ne pourrait exister sans le fait de réussir à avoir accès à des plans d'eau et pour lequel la qualité de l'eau est automatiquement au centre de nos attentions. Merci beaucoup. Peut-être Lise Tison pour la ville de Rennes. Cette relation à l'eau. Ouais. Relation à l'eau, alors quand on parle de la Bretagne et puis de Rennes, en général, on nous dit l'eau, c'est pas tellement un sujet, il pleut souvent chez vous, ce que les Bretons apprécient particulièrement, évidemment. Donc c'est un sujet chez nous, l'eau, tout simplement parce qu'on a vu déjà cet été, vous avez vu dans les informations déjà les problématiques d'inondation que nous avons connues sur cet épisode hivernal 2025. Donc ça pose question, d'autant plus que ça vient mettre en écho des périodes de sécheresse que nous avons connues en 2022 et cette année. Ce qui était un petit peu une découverte, non, mais une surprise
la part en fait du territoire, de s'apercevoir que malgré la réputation, nous sommes une région où il pleut beaucoup, nous avions un déficit en eau qui allait se augmenter dans les décennies à venir avec le réchauffement climatique. Donc c'est une préoccupation majeure vraiment au niveau de la collectivité, pas seulement dans la dimension environnementale, mais aussi l'accès à l'eau future, comment on va gérer cette ressource-là sur notre territoire, pas seulement sur l'accès à la baignade, mais simplement avoir de l'eau potable. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu une très très forte prise de conscience et la nécessité ce qui était déjà mis en place dans l'aménagement sur le territoire, sur l'économie de la ressource en eau. Donc, on a des projets, notamment actuellement, comme redécouvrir la Vilaine, puisqu'il y a la Vilaine qui passe en cœur de centre-ville. Et donc, on redécouvre, mais physiquement, hein, on enlève des dallages, on enlève des parkings pour redécouvrir et favoriser le passage de l'eau. De même, il y a une dizaine d'années, il y a un plan qui a été mis en place sur la transition entre la ville de Redon et Rennes pour également refaire les berges, les voies, ce qu'on appelle la voie bleue en fait, hein, pour faciliter la navigation et les espaces de promenade par rapport à l'eau et aussi se réapproprier l'environnement de l'eau. Donc c'est quelque chose qui est en train de se poursuivre, qui est bien sûr des aménagements conséquents. Et dans le territoire propre de la ville de Rennes, face aux épisodes justement de sécheresse, il y a un plan de sobriété en économie d'eau qui a été mis en place, adopté en 2024, avec aussi des conférences brétiliennes entre la préfecture, l'eau du bassin rennais, où il y a un certain nombre de dispositifs et un plan d'action qui est mis en place par rapport à cette économie en eau. Alors ça se traduit concrètement par des actions de récupération d'eau de pluie, par exemple. La ville investit énormément sur la récupération d'eau de pluie en toiture, sur les sites comme les stades, mais aussi au niveau des piscines. Donc, au niveau des piscines, il y a une stratégie piscine qui a été développée très concrètement, avec des axes visant à, bien sûr, moderniser nos installations, mais à récupérer les eaux de lavage, tous les systèmes que l'on connaît et que les partenaires présentent ici, qui nécessitent des investissements lourds, conséquents. Je rejoins Nicolas, où on parlait tout à l'heure d'investissements très très fort des collectivités. La ville de Rennes investit énormément sur... Jusqu'à 2032, on va être quand même à peu près à 70 millions d'investissements sur nos installations. Et ça comprend forcément cette économie en eau. Et elle est extrêmement recherchée et poussée dans tous les process que l'on met en place. Merci beaucoup. Avant de vous permettre peut-être d'apporter un témoignage là-dessus sur cette notion du rapport à l'eau, est-ce que selon toi, une démarche comme Baignade Citoyenne et d'autres peuvent justement développer une sensibilisation et un rapport nouveau à l'eau auprès de nos concitoyens? Oui, je ne vous cache pas qu'après avoir pratiqué pendant tant d'années dans ce milieu, je n'étais pas forcément conscient de la chance que je pouvais avoir à évoluer dans un milieu comme celui-là. Je crois, les prochains enjeux qui nous attendent dans les années à venir et qui va s'intensifier, ça va être l'accès à l'eau. Donc en effet, les pratiques vont être touchées, les territoires vont être touchés. Le bon côté de la chose, c'est qu'il y a des ARS en fait qui peuvent être plus souples sur certains territoires, au lieu de limiter finalement une vidange de bassin à 2 fois par an, s'en limite à 1 par an, voire 1 tous les 2 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vertueux qu'il faut que l'on soit capable de défendre. Donc si vous êtes sur des territoires où votre ARS ne vous impose de vidanger qu'une seule fois la piscine par an, n'hésitez pas à partager cette bonne pratique avec vos voisins, parce que même avec finalement l'évolution technologique et le traitement de l'eau que l'on est capable de faire aujourd'hui, on peut vraiment s'affranchir de ça. Alors il y a 2-3 ans, quand c'était la période de sécheresse dans le sud de la France, tout le monde s'est offusqué en disant mais on va vider des piscines et c'est inacceptable. Alors ça fait 50 ans qu'on le fait, personne n'a bougé le petit doigt, et du jour au lendemain il fallait mettre des camions en place, dans l'inconscient collectif il fallait prendre des camions qui dépensent du fioul, etc., pour aller arroser des plantes dans une période dans laquelle ils n'ont pas forcément besoin. Donc
voilà, il y a un enjeu de cette gestion de l'eau, en effet, à venir dans les années. Et encore une fois, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est dans la pratique, sauf si on en est les responsables. Voilà. Là, je ne vois pas de main levée, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Ah si, monsieur s'est précipité, madame au fond aussi. Alors Alain Bernard, en plus, c'est qui vous êtes Emmanuel Coste, c'est ça? Oui, bonjour à tous. Donc, Emmanuel Coste, architecte, président de Coste Architecture et aussi fondateur d'Holistique. Donc on parle de l'eau, c'est un sujet qui me touche. J'aime de moins en moins entendre la notion de traitement d'eau et gestion de l'eau parce que finalement, l'eau, on est de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on se rend compte que d'un point de vue physique, quantique et moléculaire, on est constitué à 90% d'eau. On n'est que de l'eau. C'est pour ça qu'on est si bien quand on est dans l'eau parce qu'on retrouve notre élément fondateur. Donc aujourd'hui, avec l'agence COS, ça fait des années qu'on essaie de proposer des solutions alternatives au traitement de l'eau chimique. Et donc notamment, on a réalisé la piscine de Montreuil et la piscine d'Amboise qui sont avec un traitement dit biominéral. Alors c'est vrai qu'on essuie un peu les plâtres parce que c'est vraiment un changement de paradigme. Mais pour moi, ça me semble fondamental parce que l'eau est vraiment un être vivant. Et c'est très important d'avoir conscience de ça. Et que quand on se baigne dans l'eau, c'est pour ça qu'on parle de la pollution et de tout ce qu'il peut y avoir autour de l'eau. À partir du moment où l'eau est traitée chimiquement, on se coupe d'elle en fait. Elle est plus en lien avec le milieu vivant qu'il y a autour. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion globale à avoir. L'intervention aussi en milieu naturel est très importante. Donc avec Holistique, on travaille notamment sur les baignades flottantes filtrées, donc dans des milieux naturels qui peuvent être impropres à la baignade, on peut apporter quelque chose. Donc tout ça, c'est des solutions qui viennent effectivement en complément, comme cela a été dit, par rapport à des gros centres aquatiques qui sont aujourd'hui existants et indispensables pour répondre à des besoins. Mais il y a toutes ces solutions complémentaires, alternatives qui sont importantes et la conscience de l'eau surtout. Merci de ce témoignage et comme j'ai mon collaborateur qui me précise que ça fera partie de la table ronde tout à l'heure, je vous le souligne. Je suis très très bien entouré. Merci Alain de tout ton soutien depuis le début de cette intervention. Madame, également, vous êtes intervenue. Si vous pouvez avoir accès à un micro, puisque vous êtes dans les gradins du haut. Voilà, vous avez juste appuyé sur le petit bouton et moi je vous appuie là. Voilà. Et hop, c'est vert, et j'appuie, et ça vient. Corinne Boulet, architecte, je voulais répondre sur le témoignage de Lise, disons tout à l'heure par rapport à la ville de Rennes. C'est gentil, merci. Ville de Rennes a aussi la particularité d'avoir des pataugeoires publics dans les parcs, avec une réfection d'une des dernières pataugeoires publiques. Donc c'est dans le cadre de ce que vous appelez la baignade citoyenne, c'est aussi un effort assez important de la ville de Rennes de remettre l'eau au service de la population dans un espace vert, accessible à tous les citoyens. Ils reviennent à l'eau, ils s'immergent, ils se baignent. Il n'y a pas de surveillance, soit c'est à chaque parent de contenir ses enfants. Mais c'est aussi ça la gestion de l'eau en fait. C'est de donner de l'eau à des gens qui n'ont pas forcément l'accès financier pour aller à la piscine de manière régulière. Et comment on la gère comme si c'était une vraie piscine pour la collectivité au sein d'un parc. Quel espace on donne à la population gratuitement, avec quelle profondeur de bassin, quelles activités ludiques, quelles décisions politiques pour que ça fasse sens. Voilà, c'était un complément de Lise. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il reste 9 minutes avant la fin de la table ronde. Donc, il nous reste deux axes, mais on va faire un peu plus rapide, évidemment. J'ai voulu insister sur le premier axe, qui est la priorité. Bien entendu, je pense que c'est la priorité de tous, d'ailleurs, que de répondre à ce savoir nager. Je vais aborder la question de l'axe 3 de cette baignade citoyenne. On a évoqué le savoir nager, on a évoqué le rapport à l'eau, mais il y a aussi la baignade comme un élément et un vecteur de lien social, et j'ai envie de dire de citoyenneté. Et l'enjeu de ce troisième axe, c'est d'inspirer les politiques publiques pour valoriser la baignade comme un lieu de rencontre, de mixité sociale et d'égalité territoriale, de proposer aussi des initiatives conviviales, des événements, des animations intergénérationnelles, permettre aussi, pourquoi pas, l'apprentissage familial, et aussi de promouvoir une culture collective de la baignade avec cette notion de plaisir, cette notion de partage. Bref, la baignade devient un espace citoyen de convivialité où on peut se retrouver, apprendre, partager dans un état d'esprit de plaisir et de sécurité. D'ailleurs, on voit de plus en plus de lieux un petit peu hybrides qui commencent à émerger dans les territoires.
auprès de la fédération justement cette notion de faire de la baignade et de la pratique aussi de la natation un outil de développement de lien social et de cohésion, bref, de vivre ensemble, comme on dit. Comment ça s'incarne ? Ça s'incarne tout simplement pour le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui, la baignade citoyenne déjà. Ensuite, j'ai envie de dire de quoi on peut parler. Enfin, j'ai envie même de poser une question en fait. Si demain, avec encore une fois tout ce qui est en train de s'opérer en termes de changement climatique, et qu'on fait quelques dizaines de minutes de retour en arrière, on a des personnes qui peuvent accéder, profiter à tous les points d'eau qui vont se déployer. Et entre parenthèses, on voit que tous les ans, il y a de plus en plus d'activités aquatiques qui sortent. Je crois que c'est un milieu qui innove énormément. Et qu'à côté de ça, on a une autre partie de la population qui, ne sachant ni nager ni être en sécurité dans le milieu, et je trouve que l'intervention des pataugeoires était excellente parce que c'est un moyen aussi d'amener les gens vers une appropriation du milieu qui dit approprier, dit passer aussi à l'étape suivante, se sécuriser, puis apprendre à nager. Donc si on n'est déjà pas capable de réunir toutes ces populations autour d'un seul et même sujet que sont les apprentissages, alors pardon pour le terme générique, mais on parle bien évidemment de sécurisation et d'accès, je ne sais pas moi répondre à cette question en fait, parce qu'on aura forcément une partie de la population qui sera sur le bord et qui regardera les autres s'amuser, et ça c'est tout simplement pas possible. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille autour de ce label de baignade citoyenne, et c'est pour ça que la fédération, et je vais laisser Vincent déployer là-dessus, est en train de réfléchir et de déployer énormément de dispositifs pour pouvoir corriger justement toute cette problématique. Tout petit complément, effectivement, la baignade, c'est aussi un vecteur de lien social. On parlait du club tout à l'heure. Je crois que le club, c'est l'entité par excellence où on crée et on entretient du lien social. Donc apprendre à nager, c'est aussi vivre en sécurité, mais s'épanouir et partager. Donc encore cette notion de lien social. Et c'est un droit pour tous et un droit qui doit être universel et donc avec l'égalité des chances de chacun. Donc c'est aussi un moment où on doit pouvoir se retrouver, qu'on doit pouvoir partager, on doit pouvoir créer et on doit pouvoir ensemble partager ces moments particuliers autour de l'eau qui est cette fameuse réserve, enfin cette fameuse ressource qui malheureusement est épuisable et qu'on doit entretenir. Et c'est cette notion de lien social autour d'un bien commun qu'on doit développer et continuer d'entretenir. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Jean-Christophe Flony, peut-être, sur cette notion de lien social. Si vous pouvez appuyer sur le petit bouton. Voilà. Alors, pour compléter, ce que l'on fait chez nous, c'est pas que les jeunes, pas que les enfants. On a des animations que l'on met mensuellement. Je vais vous donner des exemples. Il y a eu le vendredi soir d'Octobre Rose, où on a eu 40 personnes qui sont conviées. On a un aquastep, on a un ciné-piscine, où ça, ce sont des actions, des animations qui permettent de créer du lien social et qui sont vraiment très importantes. Et on a une autre particularité, c'est que la piscine est ouverte aux associations sportives, pas que natation. Nous, on offre des créneaux aux associations sportives qui partent en stage, et c'est toujours sympa à la fin d'un stage de pouvoir faire des 2 heures de natation de détente. Ça, c'est complété. Et puis un dernier lien social, c'est les berges saines. Alors saines, comme vous l'entendez, S-A-I-N-E ou S-E-I-N-E. Et nous, une fois par an, on mobilise toute la population pour nettoyer les berges saines. Et c'est un très bon lien social pour solidariser les gens. Merci beaucoup pour cela. Je vais prendre un deuxième témoignage, bien entendu. Antoine. Oui, effectivement. Pour Châteauroux, je vous en ai déjà exposé quelques-uns sur la partie des quartiers prioritaires, par exemple, mais aussi des animations diverses et variées. Vous avez parlé de l'aquacinéma, de la DJ Pool Party, sur différents publics, donc quels qu'ils soient, sur les tranches d'âge. Et effectivement, un des principaux objectifs, c'est vraiment d'amener la famille
dans l'équipement aquatique. Pas simplement le nageur ou l'enfant qui vient avec sa classe, mais d'amener vraiment la famille. Et donc, via des activités, vous connaissez tous les bébés nageurs, les jardins aquatiques, les choses comme ça, mais apporter aussi du ludique. Après, on va toujours revenir au même sujet, c'est qu'il faut qu'ils sachent nager, ou en tout cas qu'il y ait une appréhension de l'eau qui soit diminuée. Et c'est réussir, du coup, avec ces activités-là aussi, peut-être un petit peu diminuer le déficit. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi une logique financière. Et sur certaines activités, pas toutes, parce qu'il y a des activités purement sociales, on peut se permettre aussi d'appliquer une tarification particulière et du coup aussi impliquer les gens qui viennent pour leur dire que voilà, la piscine, ça coûte aussi à la collectivité et que des activités de ce type-là, on ne peut pas toutes les faire gratuites. Donc c'est aussi faire comprendre le coût d'une piscine, le coût de tous ces bassins, de toute la gestion autour de ces sujets-là, pour qu'il y ait un vrai lien social de toutes les tranches d'âge et de tous les publics, et puis qu'ils puissent s'approprier l'équipement. Et juste, je voudrais peut-être jeter un pavé dans la mare ou dans le bassin ou la pataugeoire. Et quelque chose, on a beaucoup parlé sur les parties écologiques, traitement d'eau, etc. Moi, il y a quelque chose qui me rend dingue, c'est quand vous allez à l'hôtel, vous avez des piscines aujourd'hui, on a des bassins sans aucune surveillance. Aucune surveillance. Et nous, on nous contraint 2 MNS, 3 MNS, 4 MNS sur certains bassins, alors que le risque, il est pour moi le même dans un bassin, dans un hôtel de 1,20 m, 1,80 m sans aucune surveillance. Et là, on demande aux parents, aux clients d'être impliqués dans la surveillance. Mais nous, on se réfère et on va dire non, mais c'est le MNS qui va être responsable de la surveillance. Alors que, honnêtement, on a beaucoup de bassins en France qui ne sont pas surveillés. Et je pense que c'est d'ailleurs là où il y a le plus grand nombre de noyades. Et dans les équipements publics, notamment ou privés, suivant l'exploitation, on nous surnorme, on nous sursécurise et on n'implique pas suffisamment la population, entre guillemets, sur ces responsabilités-là. Vous allez dans un hôtel, c'est assez incroyable. Il n'y a aucune surveillance. Le risque, pour moi, il est le même. C'est un bassin, il y a de l'eau et la noyade, elle va être la même. Et pourtant, la règle n'est pas du tout la même. Donc je pense que voilà, ça, il y a quelque chose à faire avec aussi les organismes qui norment cette sécurité-là, parce que c'est assez hallucinant. Et peut-être que dans 10 ou 20 ans, on n'en sera plus là. Et je l'espère. Merci pour cette interpellation. Donc on l'a évoqué, garantir le savoir nager pour tous à chaque étape de la vie, reconnaître l'eau comme bien commun et ressource à respecter, faire de la baignade un vecteur de lien social et de citoyenneté. Bref, tout ça témoigne aussi de l'exigence d'intégrer la baignade au cœur de l'espace public et du territoire. Ça, c'est le 4e axe. Je ne vais pas demander de témoignage parce que déjà, on a peu de temps, on n'a plus de temps d'ailleurs, mais parce que en revanche, ce qui me paraît important, et là je vais donner la parole à la BPCE, justement parce que pour faire territoire, il faut avoir des ambitions. Et pour porter ces ambitions, il faut avoir des soutiens, des appuis. Quel est votre regard un petit peu au travers de ces différentes intentions, ces différents témoignages, et comment vous pouvez outiller et accompagner, soutenir les collectivités territoriales ? Alors, merci de nous convier au nom du réseau Caisse d'Épargne à cette table ronde qui est très intéressante. Alors, je n'aurais absolument pas du tout la prétention de faire une conclusion de cette table ronde, mais vous faire partager en fait notre vision. Et alors déjà, c'est un prérequis. Ne soyez pas surpris du fait que je vais utiliser plutôt un vocabulaire qui va vous sembler un petit peu étrange, parce que nous, en tout cas, au réseau Caisse d'Épargne, groupe BPCE, on est en pleine mutation. On est en pleine mutation parce que votre écosystème est en pleine mutation. Donc on est vraiment dans une posture d'accompagnement, d'adaptation et d'atténuation. Il y a à peu près plus d'1 an, vous avez dû lire dans la presse que le groupe BPCE, alors pour ceux qui connaissent peut-être pas tout à fait le groupe BPCE est un GIE qui réunit à la fois le réseau Caisse d'Épargne, les banques populaires, Natixis, un certain nombre de filiales. On a à peu près 300 000 collaborateurs dans le monde. 2 minutes. Hein. Comment ? 2 minutes à peu près sur cette prise de parole. Donc, c'est 2 minutes. Allons au sujet. Au plus vite, voilà. Et en fait, il y a à peu près plus d'1 an, on a publié donc une vision 2030. Cette vision 2030, c'était quoi ? Principalement, c'était dire que le groupe revendiquait être la banque du sport. On a été d'ailleurs sponsor premium des Jeux Olympiques. Et pourquoi être la banque du sport ? Parce qu'on a l'ambition et la conviction, en fait, que le sport est à la fois un outil de développement économique, mais également un outil d'intégration sociale et un outil aussi de transition environnementale.
À ce titre, d'ailleurs, on a pris également l'engagement d'accompagner les collectivités locales dans leur stratégie de décarbonation. Vous avez dû entendre parler du NZ, donc Net Zero. Ça, c'est un élément. Par ailleurs, toujours, je dirais, dans notre boîte à outils, c'est d'accompagner donc les collectivités locales dans un dialogue stratégique, donc qui est un dialogue ESG, environnemental, social, gouvernance, c'est-à-dire en fait accompagner, aider les collectivités à détecter donc leurs besoins donc sur les sujets de transition environnementale et sociétale. Et puis le troisième point, je dirais, un outil qui permet de qualifier les budgets, puisque pour les collectivités supérieures à 3500 habitants, une nouvelle classification donc, de dépenses budgétaires qui s'appelle le budget vert. Donc, on a un outil qui permet donc d'accompagner les collectivités donc, sur ces sujets. Enfin, puisque j'ai 2 minutes, je voudrais préciser que par son ancrage territorial et son histoire, en fait, le réseau Caisse d'Épargne est un liant entre à la fois évidemment les collectivités locales, les entreprises, puisque vous êtes pour partie des chefs d'entreprise qui interviennent dans l'écosystème aquatique, mais également un lien entre les bailleurs sociaux et aussi l'économie du savoir. Tout à l'heure a été abordé en fait l'apprentissage des enfants donc à la piscine. Exactement, donc le réseau Caisse d'Épargne intervient. Donc il est vraiment un lien qui permet de réunir en fait tous ces acteurs et de faire un trait d'union sur ces problématiques que je viens de vous exposer. Merci Jean-Christophe Robic pour avoir respecté cette consigne et d'avoir été aussi synthétique. On arrive à la fin de la table ronde. Alors évidemment, j'imagine que chacun a envie de contribuer sur chacun de ces axes. Bonne nouvelle, vous allez recevoir, en partenariat évidemment avec la piscine de demain, un lien qui vous permettra aussi de nourrir ces réflexions et chacun de ces 4 axes pour qu'on puisse se donner rendez-vous au Salon des maires et vous présenter justement le manifeste que nous sommes en train de rédiger collectivement. Un petit mot de la fin quand même, Alain, Lazreg. Très rapide, je crois qu'il y a des rendez-vous qui sont pris, donc profitez de ce réseau, de ces rendez-vous et excellente journée à tous et bravo à tous pour votre implication, ne serait-ce que votre réflexion et j'espère que voilà, on va apprendre des choses encore une fois comme chacun des événements de piscine de demain. Merci et excellente journée à tous et Lazreg, pardon, petit mot. Tout pareil, hein. Non mais merci à tout le monde. Je trouve effectivement ce schéma de table ronde était très intéressant. Merci vraiment Anthony d'avoir tout de suite imaginé intégrer, parce que c'est à sa demande, hein, ce concept de baignade citoyenne. Et puis très heureux de voir également que ça nourrit les réflexions et j'espère vraiment qu'on va pouvoir apporter en tout cas à minima une partie de la solution. Évidemment, je remercie chacun des intervenants pour vos témoignages et merci à tous et bonne suite de colloque.